dans cette première question, vous nous demandez d'analyser la structure du locus CRISPR des souches résistantes présentées dans la figure 1 et à l'aide de la figure 2, qui est celle-ci, formuler une hypothèse expliquant l'origine des séquences S1 à S14. Donc on doit d'abord regarder le phénotype sauvage qu'on retrouve ici, wild-type, et on s'aperçoit qu'il y a des séquences, effectivement, les séquences S, des séquences supplémentaires dans un certain nombre de souches. Donc on va regarder les souches résistantes, donc par exemple celles-ci qui sont résistantes, et puis toutes celles-là aussi sont résistantes, celle-ci et celle-là. Quand on regarde les différentes souches, on s'aperçoit que les séquences qui sont présentes de ce côté en insertion sont en fait des séquences qui appartiennent elles-mêmes aux phages. Soyons un petit peu plus précis que ça, c'est pas seulement qu'il y a des séquences de phages qui se retrouvent chez les bactéries résistantes de façon aléatoire, ce n'est pas du tout aléatoire. Par exemple, si nous prenons cette première souche qui a été appelée souche 1, qui est donc résistante seulement à Phi 858, on retrouve donc la séquence qui est appelée séquence S1, donc qui est présente ici, qui existe aussi dans le deuxième phage auquel cette souche est sensible, mais on nous dit que l'astérix indique un polymorphisme, donc peut-être que la séquence du phage de 1972 n'est pas la même que celui de Phi 858. Et même chose pour la séquence S2, donc on peut tout à fait proposer ici que les séquences S1 et S2 de la bactérie résistante proviennent exclusivement de Phi 858, ce qui permettrait une résistance à ce phage-là et pas à l'autre, puisque l'autre, lui, est sensible. Par contre, quand dans le cas de la séquence S3, quand cette séquence n'est pas polymorphique et qu'elle est présente chez les deux phages, une bactérie qui est devenue résistante seulement au contact de la souche 858 devient résistante à la souche de phage de 1972, et donc là c'est bien la séquence commune à ces deux phages qui procure la résistance. Donc nous allons proposer que la résistance des bactéries aux phages soit due au fait que les bactéries soient capables d'incorporer dans ce locus CRISPR une séquence particulière qui est issue du phage et qui permet ensuite la résistance aux phages qui possèdent de façon très spécifique cette séquence et aucune autre séquence même proche. Ensuite, on nous demande de regrouper les souches 1 à 9 en différentes catégories en fonction de leur sensibilité à chacune des phages et de proposer une hypothèse pour tous les profils de résistance. Alors que jusqu'ici, nous n'avons utilisé en fait qu'un seul argument pour formuler notre hypothèse dans la première question. Donc nous avons d'abord le cas de la résistance exclusive à Phi 858. Donc on a la souche 1 qui rentre dans cette première catégorie, qui en fait est toute seule dans cette première catégorie. On a ensuite des résistances à Phi au phage de 1972 exclusivement et pas du tout chez Phi 858. Donc là, ça concerne les souches 3 et 4 ainsi que la souche 7 qui forment une catégorie ensemble. Et puis, nous avons toutes les autres qui sont en fait sensibles aux deux phages. Et si on regarde de plus près de quoi il s'agit, eh bien, il s'agit d'une correspondance de séquences, c'est-à-dire que quand on est dans le premier groupe, donc sensible exclusivement à Phi 858, mais pas à l'autre phage, on a déjà vu que c'était parce qu'il y avait la séquence S1 chez Phi 858 et S1 étoile, donc légèrement différente chez l'autre phage. Donc il n'y a pas identité de séquence. Inversement, dans le deuxième groupe, donc avec les phages de type les bactéries résistantes de type 3, 4 et 7, donc sensibles aux phages de 1972 et pas à Phi 858. Les séquences qui leur sont associées sont les séquences S4, S5 et
S8. S5 présente un polymorphisme, donc c'est toujours le même raisonnement que précédemment. S4 fait de même. Et pour la séquence S8 aussi. Donc là, il y a des très légères différences de séquence qui fait qu'il n'y a de sensibilité qu'au phage avec lequel la bactérie a évolué. Donc là, ça confirme notre hypothèse que la résistance ne se fait qu'au contact du phage qui a cette séquence particulière et ne se propage pas à un phage qui a de légères différences de séquence. Et pour notre dernier groupe, 2, 5, 6, 8, 9, on s'aperçoit qu'il y a résistance parce que là, il y a des séquences communes et des séquences non variables qui sont communes. Donc quand on a par exemple la séquence S3 qui est strictement identique entre les deux phages, il suffit qu'il y ait contact avec un des deux phages pour acquérir la résistance aux deux phages, ce qui confirme encore notre hypothèse, à savoir qu'une fois que la séquence est prélevée et transférée à la bactérie résistante à partir du virus, c'est cette séquence-là qui confère la résistance et non pas le virus en lui-même. Et un autre virus qui a cette même séquence ne peut plus non plus infecter ce type de bactérie. Donc, notre hypothèse, c'est que quand il y a une infection par le phage, les bactéries qui deviennent résistantes prélèvent des fragments d'ADN provenant de ces phages, ce qui par la suite leur confère une résistance à tout virus possédant cette séquence. Donc ici, on nous dit qu'on transforme la souche 1 et que cette souche 1 va être modifiée en procédant à des délétions. Donc la souche 1, vous la retrouvez ici. C'est cette souche 1 qui est dans la première expérience et donc sensible à Phi 858 mais pas à l'autre phage. Et on avait proposé comme hypothèse que le fait qu'elle possède des séquences provenant de Phi 858 était ce qui lui conférait la résistance à ce phage. Et ici, on a la première partie de la démonstration, à savoir que si on supprime, ce qui a été fait ici dans la souche 10, si on supprime les séquences du phage, alors effectivement, on supprime la résistance puisque la bactérie devient sensible. Mais peut-on faire l'inverse? Peut-on conférer une résistance en insérant une séquence? Donc pour ça, on nous dit qu'on prend la souche bactérienne numéro 3. Donc cette souche bactérienne numéro 3 possédait seulement la séquence S4 et elle était parfaitement sensible à Phi 858 puisque c'était une séquence provenant de l'autre phage. Donc ici, on insère les séquences caractéristiques de Phi 858 qui sont là en plus bien sûr de la séquence du deuxième phage. Et on voit cette fois-ci que en insérant les séquences caractéristiques du phage, on induit une résistance au phage. Donc nous avons bien une démonstration de ce que l'on souhaitait faire, à savoir que si on enlève les séquences correspondant à un phage, on fait perdre la résistance à ce phage, et si on insère une séquence propre à ce phage, alors on induit une résistance à un phage auquel cette bactérie n'a en fait jamais rencontré. Donc c'est bien par les séquences que s'acquiert la résistance au phage. Dans cette quatrième question, on élargit un peu le processus. Donc, il ne s'agit plus seulement de l'attaque par un virus et de la résistance au virus, mais de la résistance à la conjugaison. Donc, est-ce que un plasmide peut se transférer systématiquement à une bactérie par conjugaison ou est-ce que certaines bactéries vont résister à ce type de transfert? Et on vérifie qu'il y a bien ici un phénomène de résistance au transfert qui est présent dans la situation sauvage. Donc, il est curieux de dire qu'il s'agit d'un témoin par rapport à ce système de transfert, puisque au contraire, là, on est en train de montrer qu'il existe naturellement un système de résistance au transfert, à la conjugaison, et on essaye de comprendre comment il fonctionne. Donc pour ça, on se met dans une situation où il ne peut pas y avoir de résistance à ce transfert parce qu'il n'y a pas de locus CRISPR. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'efficacité des transferts est assez élevée, d'entre 10-4 et 10-5, quel que soit le plasmide. Et que si CRISPR est là, mais que la séquence qui est présente sur le plasmide ne correspond pas exactement à la séquence qui est présente dans le locus CRISPR de la bactérie Staphylocoque, à ce moment-là, il n'y a visiblement aucune résistance à
la conjugaison, puisqu'on a une efficacité qui est très proche de ce qui est quand il n'y a pas du tout de locus CRISPR. Donc il suffit qu'il y ait quelques mutations silencieuses qui distinguent l'ADN incorporé par le plasmide et la séquence espaceur du locus CRISPR pour qu'il n'y ait aucune résistance. Et visiblement, ça ne fonctionne pas par la traduction d'une protéine, puisqu'il s'agit de mutations silencieuses, donc qui n'auraient strictement aucun effet s'il s'agissait de phénomènes de transcription puis de traduction. Donc là, il s'agit vraiment de l'identité de séquence pour qu'il y ait résistance au transfert de plasmide par conjugaison. Il faut que les séquences présentes sur le plasmide et les séquences dans le locus espaceur de CRISPR soient strictement identiques. Pas même synonymes, elles doivent être strictement identiques. Lors de la question 5, on a une petite variante, puisqu'on utilise le plasmide dans lequel on a inséré un intron auto-épissable. Donc vous devez savoir ce qu'est l'épissage, vous devez savoir que ça a lieu juste après la transcription. Et donc ici, nous allons donc avoir une séquence différente entre l'ADN, qui est introduit par le plasmide, et si c'était exprimé, l'ARN, puisque l'ARN aurait un intron auto-épissable et aurait donc une séquence différente. Or, cet intron est situé, on nous le dit, au sein de la séquence NES. Donc, ça veut dire qu'en termes d'ADN, la séquence NES avec l'intron auto-épissable est fondamentalement différente de la séquence NES qui est présente dans le locus CRISPR de la bactérie et, a priori, selon notre hypothèse, ne sera donc pas reconnue si la reconnaissance se fait au niveau de l'ADN. Par contre, si la reconnaissance se fait au niveau de l'ARN, comme l'ARN sera débarrassé de cet intron, puisqu'il est auto-épissable, on retrouvera la séquence NES dans l'ARN. Donc si la cible est l'ARN sera identique à un ARN qui serait éventuellement produit par le locus CRISPR. Donc si la reconnaissance se fait au niveau de l'ARN, à ce moment-là, la conjugaison doit être bloquée. Si la reconnaissance se fait au niveau de l'ADN, la reconnaissance ne doit pas être bloquée. Or, c'est exactement ce que l'on observe ici, en présence d'un intron, qu'il s'agisse d'une bactérie ayant le locus CRISPR ou ne l'ayant pas, on a une fréquence de conjugaison qui est de 10-6, donc qui est équivalente dans les deux cas. Donc, on en déduit que le phénomène de blocage par le système CRISPR-Cas se fait au niveau de l'ADN et non pas au niveau de l'ARN. Dans cette figure, on nous propose une migration d'ADN provenant de souches bactériennes infectées par le phage. Et avant cette migration, il y a digestion avec une enzyme de restriction qui est HPA2. On commence bien sûr toujours par le sauvage. On nous donne aussi le témoin positif. Donc le témoin positif ici n'est pas un témoin de charge, puisqu'on voit bien qu'il fait 7,3 kb, ce qui correspond exactement à cette distance-ci. Si c'est un témoin positif, ça veut dire que là, on ne fait pas intervenir le phénomène d'affection. On a pris directement l'ADN du virus qui a été coupé par l'enzyme de restriction et on vérifie bien que l'on obtient la bande attendue à 7,3 kb. En présence de la souche sauvage, on s'aperçoit que le fait d'utiliser la sonde 1 ou la sonde 2 donne toujours une bande à 7,3 kb, ce que l'on va interpréter comme le fait qu'il n'y a pas de coupure au niveau de la séquence 7, elle est intacte, et donc quand on coupe, on a toujours un fragment de 7,3 kb que l'on le révèle par la sonde 1 ou par la sonde 2. Donc si on le dit autrement, dans une bactérie normale, il n'y a bien sûr pas les enzymes de restriction HPA2, donc a priori, cela veut dire que l'ADN du phage n'est pas coupé dans cette situation, et d'ailleurs, cette bactérie est sensible au phage, donc on s'attendait effectivement à ce que l'ADN du phage soit intact. Au contraire, dans la souche 6, que l'on a vue comme étant une souche résistante à ce type de phage, on observe toujours la bande à 7,3 kb qui correspond à l'ADN du phage, mais on observe aussi une bande à 3,2 kb révélée par la sonde 1. Donc, cette zone à 3,2 kb révélée par la sonde 1 nous amène à penser qu'au niveau de la séquence 7, il y a eu coupure.
Et si c'est ça, on s'attend à ce que la sonde 2 révèle une zone aux alentours, une bande aux alentours de 4,1 kilobase, ce qui est exactement le cas. Donc ça veut dire qu'en cas d'infection dans une souche bactérienne résistante, l'ADN est coupé et on peut même aller un petit peu plus loin que ça. On sait qu'il y a dans le locus CRISPR de cette souche la séquence S7 et on voit ici que le virus est coupé lui aussi dans la séquence S7. Donc on peut proposer que ce soit l'identité de séquence entre le locus CRISPR de la bactérie et le locus S7 du phage qui déclenche cette coupure de l'ADN. Et bien sûr, c'est cette coupure de l'ADN qui va rendre la bactérie résistante à toute infection au phage. En question 6, on demandait de résumer les informations obtenues lors de cette première partie. Donc chaque fois que vous avez un bilan ou un résumé, comme il est dit dans le rapport du jury, cela veut automatiquement dire faites un schéma. En fait, vous n'avez pas le choix. C'est toujours sous la forme d'un schéma que le résultat est attendu. Donc on va le faire sous forme de schéma. Vérifiez toujours, une fois que vous avez fini votre schéma, que vous avez bien repris toutes les informations. Donc là, typiquement, la transduction est généralement oubliée. Donc on doit rajouter la conjugaison. Donc on doit faire figurer aussi bien l'infection par le phage, l'objet de la dernière question, que la transduction. Et on doit faire figurer non seulement la résistance une fois que la bactérie a acquis les séquences lui permettant d'obtenir la résistance, mais aussi comment cette bactérie acquiert cette résistance, puisque c'était l'objet de la première question. Donc on va dessiner l'ADN étranger. Donc là j'ai choisi un code couleur vert pour avoir toutes sortes d'ADN étrangers. Dessiner un phage, je lui ai fait la forme en Spoutnik caractéristique des phages. La bactérie sensible avec son ADN, son système CRISPR, j'ai fait une situation simple, pour le moment elle n'a pas de séquence espaceur. Une autre bactérie possédant un plasmide avec la séquence NES, donc il faut bien dessiner à part le système CRISPR sur le chromosome bactérien de cette bactérie, ça lui appartient, c'est encore autre chose. Elle ne transfère ici dans la conjugaison que le plasmide avec la séquence NES. Je propose comme mécanisme que l'ADN étranger soit digéré et incorporé comme séquence espaceur dans le locus CRISPR. Donc ça provient de la première question où on comparait les deux génomes. Maintenant que cette bactérie a le locus, donc ici j'ai choisi S7 et le locus NES, lors de la prochaine conjugaison ou lors de la prochaine infection virale et lors du transfert des ADN d'une autre bactérie ou d'un phage, je vais pouvoir proposer qu'il y ait digestion, donc ça a été prouvé dans le cas de l'infection virale. Je vais essayer d'élargir et de proposer qu'il se passe probablement la même chose pour la séquence NES, puisque on avait montré qu'il fallait que la séquence NES soit strictement identique à la séquence du locus CRISPR pour conférer une résistance. Donc j'insiste bien ici dans un encart sur le fait qu'il y a une reconnaissance de la parfaite identité de séquence pour qu'il y ait digestion et que c'est la digestion qui ferait la résistance au transfert d'ADN étranger, quelle que soit sa source, que ce soit une source virale ou que ce soit une autre bactérie. Et bien sûr, les rôles sont complètement différents. Résistance au phage, c'est une forme de résistance aux pathogènes, donc ça assure la viabilité de la bactérie, alors que la résistance au transfert par conjugaison, c'est ce qui va faire une barrière d'espèce entre les bactéries. Alors l'objectif de cette expérience était ici d'identifier le rôle des différents gènes qui sont présents dans le locus Cas, juste à côté du locus CRISPR, et dans un premier temps d'identifier ceux qui sont indispensables à cette résistance aux phages. Donc on commençait par une bactérie Escherichia coli mutée qui ne présentait pas du tout de gènes dans le locus Cas et qui donc bien sûr était totalement sensible aux phages. Donc ici on a un premier témoin permettant de démontrer que effectivement, comme on s'y attendait, le locus Cas est indispensable à la résistance aux phages. Mais quoi exactement dans le locus Cas? On avait donc deux groupes de gènes, des gènes identifiés par une lettre, des gènes identifiés par un nombre. On vérifie que les gènes identifiés par une lettre seule ne sont absolument pas suffisants pour induire la résistance aux phages, que Cas3 tout seul non plus. Et donc c'est une combinaison entre des gènes codés par les lettres, donc le gène ABCDE et des gènes avec des numéros qui sont responsables de la résistance. Donc bien sûr, s'ils sont tous là, on a une résistance, ça c'est notre témoin positif. Par contre, de façon un petit peu plus surprenante, si on mettait les gènes ABCDE
et Cas1 et Cas2, on n'obtenait pas de résistance, alors qu'il suffisait de mettre Cas3 avec les chaînes ABCDE pour obtenir une résistance totale. Donc ici, l'ensemble des gènes ABCDE et Cas3 sont nécessaires et suffisants, il fallait bien insister sur suffisant, pour induire une résistance totale par le système CRISPR-Cas. Question 8, on nous demandait d'abord d'analyser la figure 6a, donc figure 6a qui est celle-ci, en proposant une ou plusieurs hypothèses rendant compte de la détection de plusieurs ARN de tailles différentes. On disait dans cette figure 6a qu'il n'y a qu'une seule sonde nucléotidique qui a été radiomarquée, qui est complémentaire à une seule des séquences espaceurs du locus CRISPR, ce qui sera très différent de la situation B. Donc il ne fallait pas se mélanger entre les conditions pour la figure A et les conditions pour la figure B. Donc ici on a une sonde qui reconnaît 3 ARN complètement différents. On s'aperçoit que l'ARN le plus fréquent est aux alentours de 60 paires de bases, un tout petit peu moins, et que les deux autres, c'est environ 120 et environ 180. Donc en fait, des multiples de 60. Donc on pouvait proposer qu'on ait un premier ARN de grande taille qui contiendrait 3 éléments de 60 paires de bases, et ensuite qui serait coupé en un élément contenant que 2 fois cette séquence de 60 et un à part, et puis ensuite que tout ça soit coupé en 3 éléments différents, de chacun 60 paires de bases. Donc on pouvait proposer une première transcription suivie d'un système de clivage qui permettait de couper après. Bien sûr, on utilisait ici une seule sonde radiomarquée et non pas 3. Donc par exemple, appelons cette première séquence la séquence 1, celle-ci la séquence 2 et la séquence 3, et proposons que la sonde utilisée ne reconnaisse que la sonde la séquence 1, l'espaceur 1. Donc cet espaceur 1, il se retrouverait ici encore dans la zone où il y a une répétition de 2 fois, donc avec aussi l'espaceur numéro 2, et puis on la retrouverait ici toute seule. Donc il y aurait transcription de toute une zone où il y aurait a priori dans ce système 3 séquences espaceurs différentes qui seraient transcrites, avec leurs séquences répétées bien sûr. Si on veut les redessiner, je vous rappelle d'après la figure numéro 1 qu'il y a des séquences répétées qui espacent ces séquences espaceurs, et ensuite elles seraient clivées. Pourquoi je vais sur une hypothèse de clivage et pas du tout sur une hypothèse d'épissage ? Parce qu'une hypothèse d'épissage chez une bactérie paraît quelque chose de très fantaisiste, puisqu'a priori, la bactérie n'a pas les protéines permettant l'épissage. Donc, tant qu'il n'y a rien dans l'énoncé me disant qu'on a ici un système extraordinaire permettant un épissage chez une bactérie, je vais bien sûr pas du tout choisir cette hypothèse fantaisiste, et je vais proposer une hypothèse réaliste de clivage. Dans la deuxième question, donc qui concernait la figure 6b, on nous demandait d'étudier les variations de la séquence non grisée des tout petits ARN situés entre les séquences conservées. Donc là, il nous aidait, c'était écrit en toutes lettres, donc je ne sais pas pourquoi vous êtes passé à côté, c'était écrit en toutes lettres, ce sont les séquences conservées, donc celles qui étaient dessinées avec un losange sur la figure numéro 1, c'était dit en toutes lettres. Or, il est dit aussi dans cette figure numéro 1, si je vais remonter, je vais vous la remontrer dans cette première figure, que entre ces séquences conservées, nous avons les fameuses séquences S, les fameuses séquences espaceurs. Donc il suffisait de revenir ici à cette première figure pour savoir ce qu'étaient ces séquences, surtout que on nous disait, là aussi c'était encore une fois dans l'énoncé, on nous disait que pour l'expérience B, il y avait 8 sondes différentes correspondant chacune à un espaceur différent. Donc il suffisait de lire l'énoncé, tout était dans l'énoncé. On nous dit qu'il y a 8 espaceurs différents. Nous retrouvons ici 8 séquences différentes qui correspondent aux 8 séquences espaceurs différentes. Et en grisé, bien sûr, même si ça ne nous était pas demandé, on retrouvait le fait qu'on avait les séquences répétées parce que là aussi, une fois de plus, c'était écrit en toutes lettres. Donc on prend le temps de bien lire l'énoncé quand les choses ont l'air un peu complexes. D'après la figure 6b et la taille des molécules d'ARN détectées en A, précisez l'hypothèse formée en A.
Donc l'hypothèse que nous avions formée en A, c'est qu'on avait un premier transcrit d'environ 181 paires de bases qui était coupé. Où est-ce que c'est coupé? On voit qu'on a des séquences espaceurs, mais là aussi je sais lire l'énoncé. Et au tout début de l'énoncé, on me dit que entre les séquences espaceurs, il y a des séquences répétées de 30 paires de bases. Je vois ici que je n'ai pas 30 paires de bases, mais que j'en ai un petit peu moins. Donc ce que je peux proposer, c'est que justement ces séquences conservées soient des sites de reconnaissance de coupure, ce qui correspond tout à fait au motif qu'on a vu sur la première figure, et que ce sont ces éléments répétés, qui seraient coupés en deux et qui donneraient par fragmentation les ARN que l'on retrouve ici, qui posséderaient chacun une demi-séquence conservée de chaque côté, et au centre la séquence espaceur. Dans la question numéro 9, on nous disait, d'après vos connaissances, à quel type d'ARN connu chez les eucaryotes pourrait s'apparenter ce type d'ARN CR? Donc on est sur des petits ARN, puisque on est aux alentours de 60 paires de bases, des petits ARN qui sont formés par clivage à partir d'ARN un petit peu plus longs, et qui, par complémentarité de séquences, sont susceptibles de reconnaître un élément, alors ici pas de l'ADN mais de l'ARN, sont susceptibles de reconnaître un élément et d'aboutir à son clivage. Donc à part le fait que ça reconnaisse de l'ADN et non pas de l'ARN, tout ce que j'ai décrit précédemment pourrait s'appliquer aux ARN interférents. Donc nous avons ici l'ensemble des caractéristiques d'un ARN interférent, si ce n'est que les ARN CR, eux, reconnaissent de l'ADN et non pas de l'ARN. Donc ici, l'objectif était de savoir à quoi servent exactement les gènes cascades A, B, C, D, E. Et donc on les réintroduisait chez une souche qui n'en contient pas, et on regardait la présence de l'ARN de 60 paires de bases. Donc déjà, posez-vous des questions. Si on analyse l'ARN de 60 paires de bases, on ne cherche pas à étudier la transcription. Si on cherche à étudier la transcription, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez bien sûr essayé d'observer celui de 180 paires de bases pour vous débarrasser de tous ces problèmes de clivage qui interviennent après. Donc, si on veut vraiment travailler sur la transcription, c'est pas ça qu'on étudie. Si on étudie celui de 60 paires de bases, c'est que c'est pas la transcription qui nous intéresse, mais c'est le clivage. Donc ici, on essayait de voir le rôle des protéines ABCDE dans le clivage de l'ARN selon les sites conservés tels qu'on l'a mis en évidence dans la question précédente. On avait bien sûr le témoin négatif sans les protéines, donc ces protéines sont bien indispensables à ce phénomène de clivage. On avait le témoin positif, la présence de l'ensemble de ces protéines permet bien qu'il y ait clivage, et donc on retrouve un ARN de 60 paires de bases seulement. La protéine A n'est absolument pas indispensable, elle sert absolument à rien dans ce processus, c'est peut-être un simple phénomène de duplication, elle n'est pas indispensable pour ce processus. Les protéines B, C, D contribuent et augmentent le processus, mais sans que chacune ne soit indispensable au phénomène de clivage. La seule totalement indispensable, c'est la protéine E, qui est strictement indispensable au clivage, à la formation de ces ARN courts que sont les ARN CR. Donc ici, même si on n'était pas sûr à 100% du site d'action des protéines ABCDE, il était beaucoup plus probable que ce soit des protéines de clivage plutôt que des protéines de contrôle de la transcription, parce que sinon cette expérience aurait été mal faite, elle n'aurait pas ciblé les ARN adéquats pour étudier de la transcription. On retrouve ici pour la question 11 des données classiques, mais qu'il faut correctement justifier et analyser. Je me rends compte que plus l'expérience est classique et moins vous gagnez de points, parce que vous la traitez comme évidente, alors qu'on veut le raisonnement que cette expérience soit classique ou qu'elle ne le soit pas. Donc il faut correctement argumenter. Dans les erreurs classiques, vous avez interprété ceci, alors qu'on voit clairement, en particulier quand il n'y a rien, comme ici, que c'est simplement l'endroit où on dépose. L'endroit où on dépose, il y aura toujours de l'ADN ou de l'ARN, peu importe ce que c'est, qui ne va pas rentrer dans le gel. Donc ce n'est pas à interpréter. Ça, c'est juste le point de dépôt.
assez souvent, il est coupé. Bon, bah là, l'image n'était pas coupée. On avait les lieux de dépôt, mais il ne fallait pas les interpréter. Donc, on doit commencer par interpréter correctement la figure A. Et pour cela, on prend bien l'énoncé. On nous dit que ce qui a été purifié, c'est le complexe cascade. Donc, on va regarder ce qui copurifie avec le complexe cascade, sachant que ce ne sont pas les protéines que l'on voit, puisque la fraction protéique est éliminée. Et donc, ce qui nous reste, c'est seulement ce qui est non protéique et qui lui est associé, donc a priori ADN ou ARN. On vérifie, le but ici de l'expérience est de savoir s'il s'agit d'ADN ou d'ARN, et c'est pour ça que l'on met soit une RNase, soit une DNase. Comme le fragment à 60 paires de bases disparaît en présence d'ARN, c'est que c'est un ARN, et c'est, vu la taille, c'est même probablement les ARN courts qu'on a mis en évidence précédemment. Et au contraire, à un peu plus que 300 paires de bases, il s'agit clairement d'ADN et donc probablement l'ADN du phage lambda. Et donc ici, on voit que le système cascade a cette double possibilité de s'associer aussi bien aux transcrits qui proviennent de la bactérie et de son système CRISPR, puisque ce sont ça ces ARN courts. On a montré que par clivage, ils proviennent de la transcription des séquences espaceurs du système CRISPR et de s'associer aussi à l'ADN du phage. Et donc, on commence à se douter que c'est ce système cascade qui est un système de comparaison entre les séquences de CRISPR via le transcrit, via les ARN-CR et l'ADN du phage. Que cherchait-on à tester dans la figure B? Eh bien, il faut dire tout de suite, je reconnais ici une expérience de retard sur gel qui vise à mesurer les interactions entre les protéines cascade et l'ADN, à vérifier aussi que cette interaction est spécifique en utilisant pour ça un test de spécificité, en prenant une séquence aléatoire non cible sur laquelle, a priori, si ce n'est pas spécifique, il n'y aura pas de fixation, et une séquence qui serait spécifiquement reconnue et qui ici est notre ADN cible. Et donc cet ADN cible, bien sûr, ici, c'est l'ADN du phage lambda. On vérifie donc la spécificité en comparant l'ADN cible et l'ADN non cible. En absence de cascade, c'est tout simplement des témoins négatifs qui nous montrent qu'on a utilisé à chaque fois de l'ADN de même taille pour l'ADN cible, l'ADN non cible. C'est la moindre des choses dans une expérience bien faite. Et ensuite, on regarde s'il y a un retard sur gel. On s'aperçoit ici, bien sûr, que la migration est fortement ralentie. Donc, ça veut dire ici que l'ADN qui était de l'ADN seul, hein, puisqu'on a testé ici comment migrer l'ADN seul. Par rapport à de l'ADN seul, ici, nous avons un retard sur gel. Donc, une association entre l'ADN cible et les protéines cascades qu'on ne voit pas dans la présence avec l'ADN non cible. Et donc, on a bien prouvé que les protéines cascades se fixaient spécifiquement sur une fraction d'ADN issue du phage lambda et que c'était une interaction physique directe qui était présente. Et donc, on a un parfait accord entre les résultats des données de la figure B et de la figure A. La figure A montrait une interaction parce que ça avait co-purifié et la figure B nous confirme là, de façon directe qu'il y a une interaction physique entre l'ADN du phage lambda et les protéines Cas. Donc on nous dit ici qu'il s'agit d'une expérience de complémentation bimoléculaire. Donc le principe c'est de couper une protéine en deux, souvent une protéine fluorescente, et d'associer chacune de ces moitiés à une protéine d'intérêt. Et c'est seulement quand les deux moitiés seront réunies que la fluorescence sera rétablie. Donc ici, disons que par exemple on a pris la GFP qui se coupe en deux parties, qu'on appelle la GFP-A, GFP-B, et puis on a par exemple fusionné Cas3 avec la GFP-A et Cas-A avec la GFP-B. Et donc, on n'aura fluorescence que si GFP-A et GFP-B sont réunis. Quand les bactéries ne sont pas infectées, on voit bien que les bactéries sont présentes, mais qu'il n'y a aucune fluorescence. Donc, deux possibilités. Soit les protéines Cas-A et Cas3 ne sont pas exprimées, parce que ce serait l'infection ou, de façon plus générale, l'arrivée d'ADN étrangers qui déclencherait leur transcription. Première possibilité. Soit, deuxième possibilité, elles sont exprimées, mais elles ne sont pas associées l'une à l'autre.
Au contraire, en présence de phages, là où on a une bactérie, on a de la fluorescence. Donc ça veut dire qu'en cas d'infection, les protéines Cas-A et Cas3 sont associées physiquement l'une à l'autre. Alors il faut aller un petit peu plus loin et il faut interpréter. On avait montré précédemment que justement les protéines du complexe cascade, donc si vous regardez l'énoncé, ce qui est appelé complexe cascade, ce sont les protéines A à E. Les protéines du complexe cascade se fixent directement sur l'ADN du phage. Donc si A est sur l'ADN du phage, comme 3 est associé à A, ça veut dire que on a un complexe formé par l'ADN du phage, Cas-A et Cas3. Et comme on sait par ailleurs que la protéine Cas3 est absolument indispensable pour conférer la résistance au phage, ce qui n'est pas le cas de Cas-A, on va proposer que c'est ce complexe formé par l'ADN du phage Cas-A et surtout Cas3 qui va permettre de couper l'ADN du phage. Et Cas-A ici ne sert que d'élément de reconnaissance pour reconnaître l'ADN du phage. Question 13. D'après l'ensemble des données des parties 1 et 2, vous proposerez des mécanismes quant au rôle de Cas3 dans le mécanisme de CRISPR-Cas et vous préciserez les étapes du mécanisme CRISPR-Cas mises en évidence jusqu'à présent. Donc ce qu'on a mis en évidence jusqu'à présent, c'est le fait qu'au démarrage, on a de l'ADN étranger avec certaines séquences particulières qui, par un mécanisme inconnu, nous ne l'avons pas encore établi, cet ADN étranger est coupé et inséré dans le site CRISPR avec en plus duplication des séquences conservées, ce qui fait que tous ces éléments d'ADN étranger, qu'on appelle ADN espaceurs, sont séparés de séquences conservées. Donc ce que j'ai dessiné pour le site CRISPR. Et puis un petit peu plus loin, j'ai dessiné le site Cas. Donc tout ça, c'est dans l'ADN bactérien. On a montré qu'il y avait transcription, donc une transcription visiblement de plusieurs séquences espaceurs, peut-être de l'ensemble du site CRISPR, on ne sait pas. En tout cas, dans l'exemple qu'on nous proposait, il y avait au moins 3 sites espaceurs, ce qui faisait un élément d'environ 180 paires de bases. On avait montré qu'il y a des coupures au niveau des séquences conservées parce qu'elles forment des sites en épingle qui sont reconnus. Or, cette coupure ne peut être faite qu'en présence de Cas-E. Donc soit Cas-E est un élément de reconnaissance de la coupure, soit il est lui-même directement la RNase qui coupe au niveau de ses épingles. Les autres protéines cascades BCD ne faisaient qu'amplifier le phénomène, mais n'étaient pas indispensables au phénomène. Et Cas-A n'intervenait pas a priori dans ce phénomène lui-même. Grâce à ça, on obtenait une séquence espaceur avec des fragments des zones conservées sur les côtés, un élément de 60 paires de bases à peu près. Par ailleurs, on a montré que des protéines du système cascade, donc dans l'énoncé le système cascade, c'est uniquement ceux qui sont désignés par des lettres, s'associent à l'ADN de phage. Donc ici, nous allons proposer que ce soit Cas-A qui s'associe à l'ADN de phage. Or, on a une association physique entre l'ADN de phage Cas-A et Cas3. Or, on sait que Cas3 est indispensable à la résistance aux phages. Donc, on peut proposer, mais pour le moment, ce n'est pas complètement démontré, c'est une hypothèse, on peut proposer que Cas3 s'associe aussi à ces petits ARN CR issus de la coupure de l'ARN issu de la transcription du site CRISPR. Auquel cas, il pourrait y avoir justement comparaison des séquences via cette association Cas-A, Cas3. Et à ce moment-là, il y aurait coupure par un mécanisme qui est inconnu. Est-ce que c'est Cas3 lui-même qui réalise la coupure? Est-ce que c'est d'autres molécules qui sont recrutées? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Cas3 est indispensable à ce phénomène de destruction de l'ARN étranger et fait une interaction directe avec Cas-A qui lui-même reconnaît directement l'ADN étranger. Question 14. Par une argumentation rigoureuse, vous expliciterez les avantages ou les désavantages évolutifs qu'un mécanisme tel que CRISPR-Cas peut présenter pour l'organisme caryote. Alors, il va de soi que la résistance aux phages est bien sûr un avantage évolutif dans la mesure où cela augmente la viabilité de la bactérie qui peut ainsi résister aux phages. Par contre, on voit que l'élimination d'ADN étranger par les possibilités de conjugaison sont à la fois un avantage et un désavantage évolutif.
À court terme, c'est un avantage évolutif dans la mesure où ça va permettre de garder le pool de gènes caractéristique de l'espèce et qui fait son adaptation à son milieu. Le fait qu'il n'y ait pas trop d'ADN étrangers qui viennent s'insérer un petit peu n'importe où permet de garder un pool de gènes caractéristiques. Prenons le cas de l'opéron lactose, on a tout un ensemble de plusieurs gènes qui, en s'exprimant conjointement, permettent de réaliser une fonction qui est le fait d'internaliser le lactose, de pouvoir le couper, l'utiliser, etc. Si vous avez de l'ADN étranger qui s'insère à l'intérieur de l'opéron lactose, eh bien on risque de perdre un des gènes et de perdre toute la fonction de l'opéron lactose. Or, l'opéron lactose fournit un avantage sélectif très important à Escherichia coli parce qu'il lui permet d'adapter rapidement son métabolisme au changement d'alimentation de son hôte et donc d'entretenir sa population, quelles que soient les modifications du milieu. Donc on voit qu'à court terme, le fait d'éliminer l'ADN étranger, y compris l'ADN provenant d'autres bactéries, est quelque chose d'avantageux puisque ça garde les gènes qui ont été sélectionnés pour cette espèce particulière. Par contre, à long terme, c'est un désavantage évolutif, puisque ça limite la possibilité d'acquérir des gènes étrangers provenant d'autres espèces de bactéries, qui eux aussi peuvent tout à fait être intéressants et permettre aussi de s'adapter à d'autres milieux ou à d'autres variations éventuelles du milieu. Et donc là, ça limite les brassages génétiques. Alors, ne parlez pas de sexualité, nous sommes chez les bactéries. Ça limite le brassage génétique par parasexualité des bactéries et donc la possibilité de changer grandement le génome et de s'adapter à des environnements très variables. Donc à court terme, dans un environnement stable, c'est un avantage sélectif. À long terme, dans un environnement variable, c'est un désavantage évolutif. Et puis bien sûr, le désavantage évolutif qui est toujours présent, c'est que toute cette synthèse de protéines a un coût pour la bactérie et donc limite sa viabilité. On nous demande ensuite, question 15, de proposer 3 événements, donc pas un seul avec des variantes, 3 événements différents, pouvant chacun rendre compte du fait que les bactéries transconjugantes sont détectables malgré le système CRISPR-Cas dont on avait montré qu'il devait empêcher ce système de conjugaison entre bactéries d'espèces différentes. Donc là, vous pouvez prendre chacune des étapes du système CRISPR-Cas et proposer à chaque fois qu'il y ait une mutation dans ce système. Donc bien sûr, on peut proposer une mutation à l'intérieur de l'espaceur, donc n'importe quel type de mutation, que ce soit une insertion, une délétion, une mutation non synonyme, peu importe, puisqu'on a vu que n'importe quelle mutation faisait que si la séquence de CRISPR n'est plus identique à la séquence de l'ADN étranger, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc première possibilité, l'espaceur a une séquence qui a été modifiée. Deuxième possibilité, peut-être que la transcription du locus CRISPR ne fonctionne pas. Auquel cas, bien sûr, même si la séquence convient, il n'y aura pas de reconnaissance. Donc une mutation dans le promoteur du locus CRISPR. Peut-être que c'est le clivage, au contraire, en ADN-CR qui ne fonctionne pas. Donc là, une des protéines cascades de votre choix qui ne fonctionnerait plus. Ou on peut proposer une délétion, ou en tout cas une mutation qui rend Cas3 inactive, et auquel cas, effectivement, le système ne fonctionnera plus. Donc là, je vous en ai proposé 4, en prenant toutes les étapes, et il suffisait d'avoir 3 parmi ces 4 événements, sachant que n'importe lequel parmi ces 4 événements était accepté par le jury. Ensuite, on nous demandait d'analyser et d'interpréter la figure 10, qui était une figure de PCR à partir du locus CRISPR. Donc, on avait ici la souche sauvage. Et on avait bien sûr des séquences qui étaient plus courtes chez les 3 colonies transconjugantes. Donc, il s'agissait évidemment de délétion, mais le jury déplore qu'il n'y ait pas eu de quantification. Donc, on repérait ici que il y avait seulement 500 paires de bases pour la donnée 3. Ensuite, comme on voyait que les bandes s'espaçaient régulièrement entre 500 kilobases et entre 500 paires de bases et 1 kilobase, on pouvait proposer ici que le marqueur de taille c'était des marqueurs de 100 paires de bases à chaque fois, puisque ça avait l'air en plus de suivre un espacement suivant une échelle logarithmique. Donc ici, on devait
on devait probablement avoir le marqueur 600, le 700, le 800, 900 et 1000, hein, ce qui était tout à fait logique. Donc on devait avoir ici, chez le sauvage, quelque chose qui était aux alentours de 750 à peu près. Mais comme on avait 700 pour la souche 1, il manquait seulement 50 paires de bases pour cette souche 1. Et il y avait quelque part autour de 600 paires de bases pour la souche 2, donc, et là, on avait une délétion bien plus importante, et puis puisqu'il n'y avait plus que 500 paires de bases, il manquait donc 250 pour la souche 3, une délétion beaucoup plus importante. Donc oui, c'est 3 délétions, mais il fallait montrer que c'était des délétions qui n'étaient pas de même ampleur. À chaque fois, on avait des délétions de au moins 50 paires de bases. Pourquoi 50 paires de bases peuvent faire une bactérie transconjugante? C'est qu'on n'oublie pas que la séquence espaceur font 35 paires de bases, donc il est tout à fait possible, avec des délétions qui sont aussi faibles que 50 paires de bases, d'affecter la séquence espaceur. Alors c'est pas forcément la séquence espaceur qui disparaît par délétion, on ne peut pas l'affirmer. En tout cas, il y a une portion de la séquence espaceur qui a disparu et pas par délétion, ce qui fait qu'il n'y a plus de système de reconnaissance. Pour cette question 17, il fallait reconnaître l'expérience de fluctuation classique du cours. Dans le cours, on regardait si les mutants étaient d'emblée résistants au phage ou si c'était induit par le contact avec le phage. Donc là, c'est exactement la même chose. Est-ce que les bactéries deviennent résistantes à la conjugaison ou est-ce qu'elles sont déjà résistantes à la conjugaison? Donc le plus simple était de faire les mêmes schémas que les schémas du cours, dans le cas de l'hypothèse 2, dans le cas de l'hypothèse 1, afin de justifier que dans le cas de l'hypothèse 2, on attend une variance extrêmement faible parce que tous les flacons vont être à peu près identiques. Et au contraire, dans le cas de l'hypothèse 1, puisque les mutations préexistent, on s'attend à ce que les cultures soient très différentes les unes des autres et donc qu'il y ait une forte variance. Et comme le tableau 3 nous montre qu'en cas de culture indépendante, on a une variance qui est 100 fois celle que l'on obtient dans une même culture, celle que l'on obtient dans une même culture nous donne en fait notre variance moyenne, eh bien, puisqu'on a beaucoup plus de variabilité quand les cultures sont indépendantes, c'est que on est dans le cas de l'hypothèse 1 et non pas de l'hypothèse 2. Donc, il s'agit d'une mutation qui préexistait à la conjugaison et qui n'est pas acquise au contact de la conjugaison. Donc, ces délétions se sont produites avant qu'il y ait eu un contact de conjugaison. Alors cette question 18 était une question de génétique des populations, donc il fallait prendre les choses de façon bien stricte et se méfier des soi-disant évidences. En particulier, vous avez souvent oublié que la population allait pouvoir changer en effectif. Et donc, on ne pouvait pas de façon immédiate, évidente, déduire la fréquence d'une génération en la multipliant tout simplement par la valeur sélective à la génération d'avant. Ça marche pas comme ça, donc on écrit tranquillement les choses. On écrit qu'une fréquence, c'est le nombre des individus d'un certain génotype sur le nombre d'individus totaux, qu'on va donc pouvoir exprimer en fonction de la fréquence à l'étape d'avant, mais en tenant compte du fait que l'effectif total de la population peut changer en fonction de la valeur sélective totale de la population. Donc il fallait en tenir compte, c'est pour ça qu'on nous donnait la valeur sélective moyenne de la population. Donc du coup, la fréquence du génotype A, P de T, pouvait se déduire à partir de la fréquence précédente, mais en tenant compte du fait qu'il y avait une variation de l'effectif total éventuellement possible. Donc on réexprimait cette valeur sélective totale en fonction de ce qui a été donné dans l'énoncé, donc P de T-1 plus Q de T-1 fois la valeur sélective de B. Pour trouver Q, il n'y avait pas de complication, c'était 1 moins P de T, donc il suffisait de réexprimer. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était d'avoir la variation de la fréquence de P, donc on écrivait simplement que c'était par définition P de T moins P de T moins 1, ce qui va nous permettre de faire apparaître 1 moins P de T moins 1, ce qui par définition est Q de T moins 1, et de faire apparaître 1 moins WB, et on nous demandait de montrer que le génotype A allait envahir la population, c'est-à-dire, dit autrement, que delta P était toujours positif. Donc,
1-W1, c'est la valeur, c'est une valeur sélective, c'est l'écart entre la valeur sélective de A et de B, donc c'est compris entre 0 et 1, donc évidemment c'est positif. La fréquence est bien sûr une valeur positive comprise entre 0 et 1. La valeur sélective globale de la population est aussi quelque chose compris entre 0 et 1. Et la fréquence à T-1 est aussi comprise entre 0 et 1. Donc en fait, tous ces paramètres-là étaient compris entre 0 et 1, donc étaient par définition tous positifs. Comme ils sont tous positifs, ça veut dire qu'à tout instant delta P est positif et donc que la fréquence de la population, la fréquence de A dans la population ne cesse d'augmenter puisqu'à chaque fois la fréquence P de T est supérieure à P de T-1 et donc au fur et à mesure du temps, la fréquence de A augmentant, c'est A qui va totalement envahir la population. Et donc c'est le génotype sauvage qui a un avantage sélectif tel sur les génotypes transconjugants qu'il va finalement éliminer les génotypes transconjugants de la population. Question 19. Donc il s'agissait d'une compétition entre la souche sauvage et les différentes souches transconjugantes notées 1, 2, 3. La première question portait sur le témoin, sachant qu'on nous dit que cette expérience témoin est une compétition entre la souche sauvage et la même souche sauvage, mais avec le plasmide net acquis par conjugaison. Alors, pourquoi faut-il absolument faire cette expérience témoin? C'est que éventuellement, on pourrait avoir des différences qui sont dues à deux choses. On pourrait avoir dans la compétition entre les souches transconjugantes et les autres, on pouvait avoir des différences qui sont dues au génotype et des différences qui sont dues au fait qu'il y a des plasmides. Donc ici, on ne voulait pas voir l'effet d'un plasmide et donc ici prouver que l'ajout de plasmide n'a pas d'effet du tout dans le phénomène de compétition. Et puis deuxième chose, comme on travaille sur plusieurs jours, on voulait bien vérifier qu'il n'y avait pas de dérive génétique dans cette expérience et donc on n'avait pas de choses aléatoires, que l'ensemble des répétitions donnait à peu près toujours le même type de résultat, à savoir que la fréquence ne change pas et donc que l'on avait choisi des populations bactériennes suffisamment grandes pour ne pas avoir de dérive génétique. Quand on regarde, question B, quand on analyse ces cas, donc on a un cas où la souche transconjugante voit sa fréquence augmenter et va visiblement envahir la population au détriment de la souche sauvage, et pour les souches 2 et 3, c'est exactement l'inverse. Or, à la question 18C, nous avons montré que si la valeur sélective de la souche sauvage était supérieure à celle des souches transconjugantes, alors la souche sauvage allait éliminer les souches transconjugantes. Donc c'est ce que nous retrouvons avec les souches 2 et 3. Donc on en déduit que les souches 2 et 3 ont une valeur sélective inférieure à celle du génotype sauvage. Et bien sûr par un raisonnement inversé, que la souche 1 a une valeur sélective supérieure à celle du génotype sauvage. Donc, ce qui nous amène à la question C, à discuter de la valeur sélective du système CRISPR-Cas en fonction des conditions environnementales. Ici, nous sommes dans des conditions environnementales totalement neutres. Il n'y a ni phage ni autre bactérie susceptible de faire de la conjugaison. Et néanmoins, le génotype de la souche 1 donne une valeur sélective supérieure et les génotypes des souches 2 et 3 donnent des valeurs sélectives inférieures à celles de la souche sauvage. Donc en soi, il y a un avantage sélectif pour la plupart du temps, dans 2 des ou pour les 3 cas, à la souche sauvage par rapport aux souches qui sont transconjugantes, donc un système CRISPR fonctionnel, même en absence de source éventuelle d'ADN étranger, semble conférer un avantage sélectif par des mécanismes que l'on ne connaît pas. Néanmoins, il semble que parfois une petite délétion dans ce système CRISPR confère un avantage, et là c'est beaucoup plus compréhensible. Par exemple, toutes les protéines Cas, s'il y a des délétions dans le système des protéines Cas, eh bien c'est autant de protéines qui ne sont pas produites, et dans cet environnement neutre, eh bien sûr, ce sont des économies d'énergie et donc un avantage sélectif extrêmement marqué. On pourrait imaginer au contraire que les souches 2 et 3 présentent des délétions plutôt dans les systèmes de régulation et par exemple produiraient une surexpression des protéines Cas avec un coût énergétique beaucoup trop élevé.
Mais cette situation neutre n'est pas une situation normale. En temps normal, il y a des phages et il y a d'autres types de bactéries. Et donc, en présence de phages, bien sûr, le système CRISPR-Cas a toutes les chances d'avoir une valeur sélective très supérieure à celui des délétions du système Cas, puisqu'il va conférer la résistance aux phages et assurer une bonne viabilité. En ce qui concerne la présence d'autres bactéries susceptibles de faire la conjugaison, eh bien tout dépend. Si le système est stable, a priori l'apport d'ADN étranger qui remanie un ensemble de gènes qui a déjà été sélectionné, qui fonctionne très bien dans ce milieu, cet apport d'ADN étranger va perturber ces allèles particulièrement efficaces dans ce système. Donc l'apport d'ADN étranger est un désavantage sélectif, donc un système CRISPR-Cas fonctionnel est un avantage quand on est dans un système stable et que la bactérie a déjà évolué pour faire un écotype. Par contre, bien évidemment, si le milieu est extrêmement variable, à ce moment-là, l'apport d'ADN étranger permet de récupérer des allèles qui ont été sélectionnés par d'autres populations et qui sont susceptibles de permettre d'emblée de conférer une adaptation au nouveau milieu tel qu'il se présente. Et donc à ce moment-là, une délétion dans le système CRISPR permettrait au contraire d'apporter de l'ADN étranger. Sachant que quand on a ce système de délétion du système CRISPR, l'ADN étranger peut tout à fait être de l'ADN de système CRISPR-Cas. Et donc on pourrait avoir comme ça des bactéries qui perdent de temps en temps la fonctionnalité du système CRISPR-Cas et qui peuvent incorporer de l'ADN étranger et donc évoluer rapidement, mais qui peuvent aussi, par ce même phénomène, récupérer un système CRISPR-Cas fonctionnel et à ce moment-là, être protégés par rapport à de l'ADN étranger et pouvoir évoluer dans un milieu stable vers un écotype. On s'intéresse maintenant à l'édition génique avec le système CRISPR-Cas9. Donc c'était justement l'occasion de voir vraiment comment ça fonctionnait. Donc première question, question 20A, quel est l'intérêt de fusionner une séquence de localisation nucléaire à la séquence codant la Cas9 de Streptococcus pyogenes? Eh bien, évidemment, c'est pour que quand la protéine sera produite, donc la protéine SPCas9, à ce moment-là, puisqu'elle exprimera aussi la séquence SLN, cette protéine ne restera pas dans le cytosol et sera bien évidemment transférée dans le noyau. En aucun cas, il ne peut s'agir d'adresser le transgène de l'ADN en direction du noyau, puisque c'est la séquence protéique, donc après traduction SLN, qui est reconnue par des protéines qui la ramènent en direction du noyau. Donc bien sûr, c'est lors de l'expression, lors de la traduction, que cette séquence SLN fonctionne et ramène la protéine SPCas9 qui est synthétisée dans le cytosol en direction du noyau. Quel est l'intérêt d'inclure la séquence codant la GFP dans un des transgènes? Eh bien, c'est pour savoir si on a correctement réussi la transgénèse, c'est-à-dire est-ce que vraiment la structure a été incluse. Et donc, comme on a sur la même structure à la fois l'ARN à cibler et la protéine GFP, ça veut dire que dans les neurones qui seront fluorescents grâce à la GFP, l'ARN-CR sera transcrit. Or, d'après ce qu'on a montré précédemment, puisqu'on a un système CRISPR-Cas et qu'on dispose du petit ARN-CR, a priori, il y aura donc édition dans ces cellules-là. Donc les cellules fluorescentes sont les cellules qui sont susceptibles d'avoir réalisé l'édition et donc d'avoir modifié le gène MECP2. Quel promoteur utiliseriez-vous pour diriger l'expression de Cas9 et la protéine GFP dans les cellules d'intérêt? Eh bien, il est évident qu'il nous faut un promoteur typiquement neuronal, donc par exemple un promoteur d'un canal de potentiel d'action neuronale, pourquoi pas, mais il est probablement bien plus intéressant de prendre le promoteur de MECP2 lui-même, puisque tous les neurones n'expriment pas MECP2, donc autant avoir une expression qui sera vraiment limitée aux cellules qui expriment ce gène et qui sont vraiment les cellules cibles qui nous intéressent. Pour cette question 21, on nous demandait d'analyser les figures 13 et 14 et de proposer des hypothèses reliant les observations de la figure 13 au mécanisme d'action du système CRISPR-Cas que l'on a décrit précédemment. Donc commençons par cette figure 14. Donc on voit que quand on a injecté de l'ARN témoin, on a énormément de neurones
qui sont marqués avec cette protéine MECP2. Et si on compare les noyaux avec la protéine MECP2, on s'aperçoit qu'il y a toute une couche. Alors en fait, il s'agit de l'hippocampe, hein, mais vous n'étiez pas censé le reconnaître. Donc on a tous les neurones de la couche CA1 de l'hippocampe qui sont tous marqués, qui expriment tous MECP2. Donc ça, c'est notre situation témoin. On sait que dans la situation témoin, tous les neurones de cette couche-là expriment normalement la protéine. Donc ce qui nous intéresse, c'est la situation avec l'ARN cible, donc qui est justement l'ARN permettant a priori d'éditer le gène MECP2. Et on nous dit dans la figure 13 que dans 68% des protéines exprimant la GFP, donc ayant incorporé le système CRISPR-Cas ciblant le gène, il y a une séquence différente, donc il y a eu réellement édition. Donc ça veut dire que l'édition n'est pas systématique. Hein. Le fait qu'il y ait la GFP montre que le vecteur est rentré, mais seulement 68% ont une réelle édition dans le gène. Et il s'agit d'un exon avec, comme on le voit, soit des insertions, soit des délétions. Et donc ce système d'insertion et de délétion dans un exon va a priori complètement décaler la lecture, puisque à moins qu'il s'agisse d'un triplet, ça décale complètement la phase de lecture et donc a priori tous les autres exons ont toutes les chances d'être perturbés ou au moins la fin de celui-ci, la fin de l'exon 3. Alors on s'attend tout à fait à des phénomènes de délétion puisque nous avons montré dans les parties précédentes que la séquence qui était présente dans ce petit ARN CR était justement celle qui était coupée, donc qui allait présenter des délétions. Donc on aura une coupure dans le génome et ensuite une réparation. Et cette réparation peut recoller tout simplement. Donc là, il ne se passe rien. C'est pour ça qu'on n'a pas 100% d'édition. Ou il peut y avoir coupure d'une fraction un peu plus importante, ou peut-être des phénomènes de réparation anormaux qui vont soit aboutir à des délétions, soit aboutir à des insertions lors des phénomènes de réparation, ou peut-être lors des phénomènes de coupure eux-mêmes. Donc on aboutirait à un certain nombre, environ 68% de séquences qui sont différentes, donc a priori de protéines qui devraient être différentes, au moins pour un acide aminé, si on a la malchance que la délétion se fasse sur 3 nucléotides ou que l'insertion se fasse sur 3 nucléotides. Ce que l'on voit, c'est que quand on marque avec l'anticorps MECP2, on a beaucoup moins de marquage. Alors ce n'est pas du tout une disparition, une mortalité des neurones. On voit bien que les neurones sont tous là et en même quantité que dans la situation témoin, mais il y a beaucoup moins de cellules qui sont marquées avec ces anticorps et on vérifie qu'il s'agit bien du fait qu'il y a moins de cellules produisant la protéine à l'aide de ce Western blot où on voit bien que si on compare qu'on peut comparer les deux pistes puisqu'on a une protéine ubiquitée de la glycolyse, la GAP-DPH, qui est en même quantité dans les deux pistes, donc on peut tout à fait comparer les deux pistes. Et on voit qu'il y a moins de protéines MECP2 dans le cas où on a utilisé le système CRISPR-Cas pour la cibler avec le petit ARN-CR que dans le cas témoin. Et ce n'est pas qu'il y a autant de cellules qui en produisent moins, c'est qu'il y a certaines cellules qui n'en produisent plus du tout et d'autres cellules qui en produisent normalement. Question 22. En comparaison de la technique classique de génération des souris knockout, citez un avantage de l'exploitation du mécanisme CRISPR-Cas dans l'étude de la fonction des gènes eucaryotes. Eh bien, c'est évidemment la rapidité d'obtention, puisque ici on a vraiment un système extrêmement simple où il suffit d'insérer des constructions en plus relativement petites et qui permettent de cibler de façon très précise une portion de gène. Un autre avantage, c'est que le système de knockout classique n'était pas très précis. On arrivait à inactiver des gènes, mais on ne pouvait pas cibler précisément une partie bien délimitée du gène. Souvent, on supprimait une grande portion de gène, alors que là, vous voyez, on peut avoir des délétions extrêmement précises et même on peut enlever un seul et unique nucléotide. Donc, on a quelque chose d'extrêmement pointu. Et dans ce système d'édition,
on peut faire plus que le knockout, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'inactiver un gène, on peut aussi changer la séquence d'un gène pour transformer un allèle en un autre. C'est pour ça que ça s'appelle un système d'édition et pas forcément un système de neutralisation où on va forcément rendre le gène inactif, ce qui est le cas du système knockout. Par contre, en termes de spécificité tissulaire, on avait déjà résolu le problème du knockout. On utilisait déjà des promoteurs spécifiques avec des moments d'expression aussi spécifiques. Donc ça, c'est un problème qui était déjà résolu depuis longtemps. Donc si vous l'avez soulevé, c'est que vous avez des connaissances un petit peu périmées sur le système de knockout. Le système de knockout, on savait déjà le faire s'exprimer dans un type cellulaire donné à un moment donné, comme on le fait aussi pour le système CRISPR-Cas. Donc pour cette dernière question, on nous demande finalement de faire un schéma qui résume tout. Donc ça veut dire qu'il faut mieux l'avoir un petit peu préparé à l'avance. Et le jury insiste sur le fait que dans ces cas-là, il faut relier les différentes parties et pas juste faire un copier-coller des différents bilans qu'on a pu faire à la fin de chaque partie. Donc on commence par le premier élément. Dans la partie 1, nous avons montré que l'ADN étranger provenant d'un phage ou provenant d'une conjugaison interespèce pouvait donner des fragments qu'on a appelés les fragments espaceurs, S, qui allaient être insérés dans le système CRISPR et qui ensuite, parce que le système CRISPR allait les exprimer avec des séquences conservées en épingle, pouvait reconnaître de l'ADN étranger et pouvait le couper, ce qui sur place donnait une résistance au phage, ce qui permet d'augmenter la valeur sélective, dans ce qu'on a fait dans une partie plus récente, et bloquer aussi la conjugaison. Et comme on l'avait déjà fait remarquer, ça peut être intéressant dans la mesure où ça conserve la fitness de l'espèce dans un milieu stable, mais au contraire, si on a un blocage total de la conjugaison, ça diminue les possibilités adaptatives si le milieu est changeant. Donc tout ce processus de fonctionnement du système CRISPR change la valeur sélective des bactéries. Et bien sûr, la délétion de ce système CRISPR change aussi les valeurs sélectives des bactéries. Dans la quatrième partie, quel usage humain on peut en faire? C'est que justement, on peut récupérer une petite séquence d'un gène cible ARN-CR qu'on va pouvoir insérer par transgénèse, ainsi que le système Cas, ce qui va permettre de faire une délétion qui parfois se recolle telle quelle et donc ne fait pas d'édition, mais parfois fait un décalage du cadre de lecture par insertion ou par délétion d'un nombre qui n'est pas multiple de 3 ou insère un codon stop éventuellement. À ce moment-là, on va avoir une traduction qui donne une protéine dont toute une partie est nouvelle ou une protéine tronquée s'il s'agissait d'un codon stop. En tout cas, on a toutes les chances d'avoir une protéine non fonctionnelle et donc on va pouvoir voir la disparition de la fonction que l'on a ciblée, la fonction ici du gène MECP2 dans les neurones qui l'expriment. Et donc c'est un outil moléculaire extrêmement pratique alors on l'a beaucoup utilisé pour inactiver un certain nombre de gènes, et donc c'est très rapide, beaucoup plus simple qu'un système de transgénèse habituel. Mais aujourd'hui, on commence à l'utiliser pour éditer volontairement, alors c'est pas le système CRISPR-Cas9, c'est une variante autour de ça, pour pouvoir éditer et insérer des nucléotides, le nucléotide que l'on souhaite, exactement où on veut, avec beaucoup plus de précision. Et ça, c'est encore un autre domaine, parce que du coup, on peut changer un allèle en un autre allèle. Mais c'est quelque chose qui est très récent, on fait ça depuis quelques années à peine. Donc j'espère que ce sujet vous aura intéressé, surtout en termes de culture générale, vous permet maintenant de savoir exactement comment fonctionne cet outil qui est particulièrement célèbre.